Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Caféine. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. C'est l'avant-dernière émission Caféine d'ici à la fin de l'année et la dernière avant Noël, ce doux événement qui nous fait pétiller de joie et de vitalité. Washington Irving, écrivain américain, nous donne une belle formule sur cette fête si spéciale. Noël est là, ce joyeux Noël, des cadeaux plein les bras, qui réchauffent nos cœurs et apportent la joie. Jour des plus beaux souvenirs, plus beaux jours de l'année. Réchauffer les cœurs, apporter la joie, c'est la magie de Noël. Pour se mettre dans cette ambiance de fête, allons-y pour une dose de bonne humeur. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is it to ride in one horse open sleigh. Allons, c'est l'ami Pierre-Emmanuel qui commence. Il va nous parler de YouTube. Salut à tous, me voici de retour pour une nouvelle chronique informatique. Et nous parlerons cette fois d'un hébergeur de vidéos sur internet très célèbre, affilié à la société Google, j'ai nommé YouTube. J'ignore si vous ressentez l'approche de Noël, les cadeaux, les repas de fête, et surtout si vous vous préparez déjà à l'ambiance de détente et de générosité qui va de pair avec les fêtes de fin d'année. Eh bien justement, il semble que YouTube se moque totalement de faire le bien ou de prendre des bonnes résolutions. Je m'expliquerai dans quelques instants bien entendu. Si vous ne le saviez pas, sachez en tout cas que YouTube est un site internet qui regroupe des millions, voire même des milliards de vidéos, de tout genre, de tout type. Évidemment, les vidéos à caractère choquant sont censurées, mais à part cet aspect, commun à tous les médias, il s'agit d'un site qui regroupe une diversité incroyable de productions audiovisuelles. Clips de musiciens ou chanteurs, célèbres ou anonymes, courts-métrages et films entiers, mais aussi des vidéos humoristiques, culturelles ou politiques, tout y est. Bien sûr, il faut trouver un intérêt économique à tout ceci afin de garder ce système en marche. Et c'est très simple, vous pouvez monétiser votre chaîne, comme une chaîne de télévision, comprenez votre compte, en sollicitant YouTube. Il faut bien entendu produire des vidéos qui sont connues et populaires, mais cela permet à de nombreux producteurs de gagner leur vie, parfois assez mal il faut l'avouer, tout en consacrant tout leur temps à leurs activités de production. Jusqu'ici, tout va à peu près bien. YouTube fait souvent grincer des dents les utilisateurs avec ses mesures drastiques pour la protection de la propriété intellectuelle. Ainsi, si vous mettez en ligne une vidéo dont vous êtes propriétaire et qu'elle enregistre un grand nombre de visionnages, disons 10 millions, vous encaisserez un petit pourcentage qui financera vos futures créations et vous permettra de vivre grâce à ce système assez proche du mécénat. Des règles très strictes et très contrariantes empêchent même parfois des utilisateurs de diffuser des extraits de vidéos monétisées ou, encore pire, les commissions engendrées par les visionnages iraient directement dans la bourse du propriétaire de l'extrait. De plus, les poursuites peuvent être entamées par les ayants droit, ce qui complique beaucoup la vie des producteurs à petit budget de YouTube. Bref, vous l'aurez compris jusqu'à présent, il est tout à fait possible de profiter de YouTube, même si sa politique de censure quasi systématique en cas de doute est très critiquée sur le web. Mais comme je l'ai dit plus tôt, la société ne semble pas vraiment en harmonie avec l'esprit de Noël en ce mois de décembre. En effet, YouTube a annoncé il y a peu un durcissement du contrôle des droits d'exploitation sur les vidéos en ligne. Au départ, rien de concret, pas vraiment de quoi s'inquiéter, la plupart des internautes sont passés à côté de cette annonce, sans vraiment anticiper ce qui allait se passer. Et on peut dire que la surprise, la mauvaise surprise, aura été de taille. Derrière le discours au départ peu précis, niveau ceinture noire de langue de bois, on commence à voir venir les nouvelles conditions d'utilisation de YouTube. Et ce qu'on peut lire n'est pas, mais alors pas du tout amusant, loin de là. La décision a été prise de contrôler très sévèrement toute copie ou référence à une autre vidéo stockée sur YouTube. Toutes les allusions, toute vidéo dont le propriétaire est établi. En plus concret, pour que vous compreniez mieux, laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous publiez régulièrement des vidéos sur YouTube. Vous faites une vidéo où vous commentez les vidéos les plus insolites que vous avez vues cette semaine. Ce type d'émission humoristique est très fréquent sur le net. Et certaines valent leur pesant d'or, croyez-moi. Voilà, vous commentez une vidéo amusante et pour cela,
vous ajoutez à votre propre vidéo quelques instants de la vidéo commentée pour la montrer aux personnes qui vous regardent. Problème, avec les récents changements, si la vidéo commentée a été déclarée comme une propriété intellectuelle de celui qui l'a mise en ligne, vous risquez de devoir payer des sortes de dommages et intérêts au propriétaire. Et cela même si vous ne diffusez que quelques secondes de vidéo. Encore pire, le propriétaire pourra entamer des poursuites s'il juge que vous avez effectué des profits qui auraient dû lui revenir. Par ailleurs, et c'est la cerise sur le gâteau si on peut dire, votre vidéo sera certainement supprimée. Cela ne vous fait peut-être ni chaud ni froid et c'est compréhensible. Mais si comme moi vous avez délaissé la télévision parce que les programmes et les émissions y manquent de qualité, vous ne pourrez plus profiter de tous ces petits producteurs indépendants qui égayent les soirées avec des vidéos à petit budget, mais qui sont vraiment bourrés de talent. Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas eu beaucoup de chance pour s'y préparer. Ainsi, l'un d'entre eux, bien connu, Antoine Daniel, a perdu séance tenante la monétisation sur 12 de ses vidéos, c'est-à-dire en gros un quart ou un tiers de ses productions. Et des exemples comme celui-ci, il y en a des centaines rien qu'en France. Mais ce n'est pas tout. YouTube semble s'être accordé quelques droits de censure supplémentaires. Et on peut dire que cela ne réjouit pas les utilisateurs. Si la marque d'une grande entreprise apparaît sur votre vidéo, elle pourrait bénéficier des fonds qui vous reviendraient normalement. De plus, il sera de plus en plus difficile de publier des vidéos critiques. Si dès que vous exprimez votre opinion sur une telle entreprise, votre vidéo peut être légitimement supprimée par une simple demande faite à YouTube. Pour conclure, je dirais que, pour une fois, ce problème me touche vraiment, comme beaucoup des utilisateurs de YouTube. Pour moi, qui ne publie rien mais qui passe beaucoup de temps à regarder, YouTube était devenu un nouveau média très vivant, où l'on pouvait visionner des vidéos de qualité sans payer un abonnement au câble. Et cet aspect est en train d'être gâché par des mesures franchement difficiles à accepter. Tout d'abord pour les producteurs qui se verront obligés de passer par d'autres hébergeurs moins connus, ou bien ils cesseront carrément leur activité. Et les utilisateurs ne trouveront plus leur bonheur sur YouTube, ce qui est franchement dommage car le réseau commençait justement à devenir LE média vidéo mondial sur Internet. Jusqu'à la prochaine annonce, on attend la suite. Sur Internet, certains restent confiants, mais les utilisateurs redoutent le prochain coup bas. Ma conclusion en un mot, dommage. Et c'est sur cette triste conclusion qu'on se quitte, c'est maintenant au tour d'Anthony. À la semaine prochaine. Merci Pierre-Emmanuel. Continuons avec la chronique du patrimoine de notre cher Anthony qui fait, non sa 7e, mais sa 8e chronique sur Caféine. Je m'étais trompé la semaine dernière, il faudra que je revoie mes additions, j'ai des lacunes. Mais trêve de mathématiques, passons à l'histoire. De quoi nous parles-tu aujourd'hui, Anthony ? Salut à tous. Cette semaine, je vais continuer à explorer l'histoire du Rouergue et plus précisément celle de Villeneuve d'Aveyron, une cité située entre Figeac et Villefranche-de-Rouergue. À l'image de sa voisine Villefranche, Villeneuve est aujourd'hui considérée comme une bastide. Néanmoins, sa fondation est bien plus complexe que celle de l'actuelle sous-préfecture. Tout commence vers l'an 1000, lors d'un pèlerinage à Jérusalem que fit le seigneur du lieu, aux îles de Morlion. En Terre Sainte, il fit donation au patriarche Sophronius d'une partie de ses terres rouergates, à condition qu'il crée un monastère régi par la règle du Saint-Sépulcre. Un peu plus tard, l'évêque de Rhodes, dont dépendait l'abbaye, décida de créer une sauveté autour du monastère afin d'attirer de la population et de mettre en valeur les terres qui l'entourent. Le terme sauveté désigne à l'époque un territoire balisé par des bornes et dans lequel la loi humaine ne s'applique plus. La loi divine est la seule à respecter. L'aspect attractif d'une telle zone vient notamment du fait qu'il y est interdit de poursuivre un fugitif et que par conséquent les paysans et vagabonds y seront à l'abri de la violence des seigneurs. Grâce à cela, la jeune cité se développe rapidement. En 1231, suite à un échange, le comte de Toulouse Raymond VII, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, réussit à prendre le contrôle de la ville. Il fonde alors, adossé au monastère, une bastide, la première du Rouergue. Peu après, elle passe aux mains de la couronne de France, ce qui va lui permettre de grandir et de devenir le siège de la résidence du Viguier, c'est-à-dire du représentant du roi. Malheureusement, la fondation en 1252, à quelques kilomètres de distance seulement, d'une autre bastide appelée Villefranche, allait lui porter un coup fatal. Pendant la guerre de Cent Ans, alors que Villefranche coopérait avec l'envahisseur et devenait toujours plus puissante, Villeneuve faisait le pari risqué de résister à l'occupant anglais. Mal lui en a pris, puisqu'elle fut assiégée et défaite avant d'être occupée pendant près de 40 ans. C'est peut-être de cette période que date le surnom de Villeneuve-la-Crémade, c'est-à-dire la brûlée en occitan. L'église de Villeneuve est assez remarquable pour qu'on s'y intéresse un moment. Elle fut fondée en même temps que la ville, c'est-à-dire au XIe siècle, sur un plan peu commun dans notre région. Elle est en forme de croix grecque, la même que celle du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
À l'origine, le bâtiment était minuscule et ne servait que pour les besoins du monastère, mais lors de la fondation de la Bastide au XIIIe siècle, l'église fut agrandie et l'un des bras de la croix romane laissa la place à une nef gothique. Une autre particularité de l'édifice, c'est la présence de peintures datant du XIIIe siècle et qui témoignent de l'importance du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Elle représente la légende du pendu dépendu. Je vous la raconte. Un Allemand allant avec son fils à Saint-Jacques-de-Compostelle vers l'an 1090 s'arrêta pour se loger à Toulouse chez un hôte qui l'enivra et cacha une coupe d'argent dans sa malle. Quand ils furent repartis le lendemain, l'hôte les poursuivit comme des voleurs et les accusa d'avoir volé la coupe. On ouvrit la malle et on trouva l'objet. On les traîna sans délai devant le juge. Il y eut un jugement qui prononçait que tout ce qu'il possédait fut adjugé à l'hôte et que l'un d'eux serait pendu. Le fils fut donc pendu et le père continua tant bien que mal sa route vers Saint-Jacques. 26 jours plus tard, il revint et s'arrêta près du corps de son fils. Il poussa des cris de lamentation quand son fils, attaché à la potence, se mit à le consoler en disant que Saint-Jacques lui avait permis de survivre et l'avait nourri. En entendant cela, le père courut à la ville, le peuple vint, détacha le fils du pèlerin qui était sain et sauf et pendit l'hôte. Comme bon nombre de cités au Moyen-Âge, Villeneuve possède aussi des murailles. Détruites au fil des siècles, il n'en subsiste aujourd'hui que quelques vestiges, qui consistent notamment en 2 portes fortifiées, la porte haute qui servait autrefois de prison et la tour Savignac. Sur le territoire de la commune se trouve aussi une église parmi les plus anciennes de France. Peut-être la connaissez-vous, il s'agit de l'église de Toulongergue. Bâti au IXe siècle, cet édifice est l'un des rares à posséder encore des angles arrondis, caractéristiques de l'architecture pré-romane. À l'intérieur, on trouve même des peintures datant du début du XIe siècle. Rendez-vous compte, elles ont plus de 1000 ans. Mais revenons à la ville dans son ensemble. Avec ses arcades et son plan régulier, Villeneuve a tout d'une Bastide, et bien que moins importante que Villefranche, elle attire aujourd'hui quantité de touristes. Et c'est déjà la fin de cette chronique. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci Anthony. Et voici l'heure de la chronique de notre nouvelle chroniqueuse, Marie, que nous avons bien accueillie, je crois, la semaine dernière. La dame de caféine, cette voix féminine tant recherchée. C'est pour elle l'heure de s'élever de toute sa grâce, dans le studio et sur les ondes, pour la seconde fois. La chronique culturo-musicale, c'est pas très élégant comme appellation, il faudra lui trouver un nom aux consonances plus nobles. C'est maintenant. Si j'ai bien compris, Marie, tu vas nous parler cette semaine du célébrissime compositeur Chopin. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est de Frédéric Chopin dont je vais vous parler. Ce fabuleux compositeur est né le 1er mars 1810 près de Varsovie en Pologne. Son père, Nicolas Chopin, était né dans les Vosges mais avait décidé de quitter la France pour la Pologne. C'est là qu'il a rencontré sa femme, Justina, je vous épargne son nom, je serai incapable de le prononcer, et qu'il a eu Frédéric ainsi que 3 filles. À l'âge de 6 ans, Frédéric commence à prendre des leçons de piano auprès d'un professeur tchèque qui lui fait découvrir le répertoire classique allemand. Au cours de sa vie, Chopin a peu écrit sur les musiciens autres que ses contemporains. Pourtant, il a dit ceci. Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles. Beethoven se mesure à l'univers. Moi, je ne cherche qu'à exprimer l'âme et le cœur de l'homme. Enfant prodige, il est doué pour l'improvisation et s'essaie à la composition. À 7 ans, il compose sa première polonaise en sol mineur et à 8, il donne son premier concert dans un salon aristocratique. En 1822, son professeur n'a plus rien à lui apprendre. Il fréquente le lycée de 1823 à 1826 et peut s'inscrire au conservatoire. En 1829, il se rend à Vienne pour la publication de quelques-unes de ses œuvres. Il y donne un concert qui aura un succès très chaleureux. Il gagne Varsovie et compose son premier concerto pour piano en fa mineur, qui porte le numéro 2. À Varsovie, il sera très impressionné et marqué par la virtuosité de Paganini. En 1829, Chopin quitte la Pologne. Il fait un court voyage à Vienne et fait la connaissance de Kreutzer, violoniste ami de Beethoven. Un concert organisé le 11 août obtient un succès retentissant. Dès ce concert décisif, Chopin se distingue par sa façon particulière de jouer. Sa sonorité est délicate. Elle n'impressionne ni par sa force ni par les déchaînements, mais plutôt par ses nuances et ses contrastes. Il ne fait donc pas concurrence aux virtuoses que sont Liszt ou Thalberg. L'insurrection de la Pologne contre les Russes prend une tournure catastrophique. La répression de l'insurrection polonaise lui inspire l'œuvre en ut mineur numéro 12, dite La Révolutionnaire. Il arrive à Paris en septembre 1831. Chopin fait la connaissance de nombreuses personnalités de la musique. Pleyel, Liszt, Mendelssohn. Il y fait ses débuts en concert en février 1832.
c'est le triomphe. Il ne tarde pas à devenir le professeur de piano le plus sollicité de Paris et sa situation financière devient confortable. Néanmoins, il se refuse d'être un virtuose. En 18 ans de présence à Paris, Chopin ne donnera que 19 concerts. En 1832, Chopin passe pour être l'amant de Delphine Potocka, musicienne talentueuse. C'est l'époque de la composition de nocturnes, d'études, de mazurka, danse polonaise. Chopin se consacre beaucoup à la composition car il n'a pas la maîtrise et la constitution physique d'un Liszt pour jouer du piano en public. Chaque concert, malgré des moyens techniques importants, est pour lui un supplice et angoisse. Sa santé est fragile. En 1835, il obtient la nationalité française. L'année suivante, il rencontre Maria Wodzinska dont il tombe amoureux. Ils se fiancent, mais leurs fiançailles seront rompues par la mère de Maria. En 1836, chez Liszt, Chopin est présenté à George Sand. Celle-ci fume le cigare, porte des pantalons. Ceci est bien loin des jeunes polonaises. D'abord réticent, il refusera une invitation à Nohant l'été 1837. En octobre 1837, il cède à ses avances. Pourtant atteint de tuberculose, ils partent ensemble quelques mois à Majorque, mais son état s'aggrave et ils sont obligés de rentrer. Chopin fera encore la connaissance de Moschel, un pianiste virtuose de l'époque. Le couple a également pour amis Honoré de Balzac, les compositeurs Meyerbeer et Berlioz. Le 26 avril 1841, il donne encore un concert chez Pleyel. Ces années sont décisives pour la carrière de Chopin. Il compose nombre de chefs-d'œuvre, Fantaisie en fa majeur, 1841, Ballade en la bémol majeur, 1841, Tarentelle, Berceuse, Sonate en si mineur, La Barcarolle. En juillet 1847, George Sand rompt par lettres. Elle met en cause le caractère de Chopin devenu insupportable. L'état du musicien, dépressif, ne cesse d'empirer. En 1847, il compose très peu. Sans se soucier de son état, il fait encore une tournée en Angleterre en 1848. Il se produit en concert à Londres, Manchester, Birmingham, Édimbourg. Le 16 novembre, il se rend à un concert de charité à Londres. Il doit faire des efforts surhumains pour assurer sa prestation. Il rentre à Paris le 23 novembre 1848. Après une légère rémission de sa maladie de quelques mois, sa sœur Louise vient à Paris pour le soigner, mais il est trop tard. Il meurt place Vendôme à Paris le 17 octobre 1849. Ses funérailles ont lieu à l'église de la Madeleine. Selon ses volontés, le requiem de Mozart sera interprété intégralement. Il est inhumé depuis au cimetière du Père-Lachaise. Oscar Wilde a dit ceci en 1881. Après avoir joué Chopin, c'est comme si j'avais pleuré sur des péchés que je n'ai pas commis et porté le deuil de tragédies qui n'ont jamais été les miennes. Je vous propose maintenant d'écouter l'impromptu fantaisie interprétée par Valentina Higoshina.
Voilà, c'était donc l'impromptu fantasy. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous dis à la semaine prochaine. Merci Marie. Je proposerais volontiers de l'applaudir pour cette seconde chronique, mais à la radio ça ne paraît guère judicieux. Enfin, après le repos que nous offre la musique d'une douce voix et des airs du grand Chopin qu'elle nous colporte, l'heure est à la chronique Bliss et Natura. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Dans Bliss et Natura, c'est la bonne humeur qui prime. La semaine dernière, c'était les propriétés bienfaisantes du chocolat, puisque nous entrions dans les périodes de fête. Et bien cette semaine, puisque Noël, dans notre esprit, rime avec une maison bien chaude, des soirées animées et bon enfant au pied du sapin au coin du feu, tandis que la neige, le froid et le givre étendent leurs manteaux glacés mais sublimes dans le dehors. En hiver, nous fuyons le froid comme la peste. Mais avons-nous vraiment raison de nous en esquiver ainsi ? Cette semaine, je vous parlerai des vertus du froid. C'est de saison, dirons-nous. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons entendu « Couvre-toi bien, n'attrape pas froid. Oh là là, comment as-tu pu sortir en étant si peu couvert? Te voilà congelé, prends garde au froid. » etc. Ce qui fait que nous ne tenons guère le froid en ami. Nous le fuyons comme la peste. Pour la plupart d'entre nous, la plupart du temps. Nous n'avons pas complètement tort d'ailleurs, le froid peut être dangereux. Mais ça, j'ai envie de dire, nous le savons déjà. Mais le froid peut nous endurcir, nous aider, nous soigner même. Mais d'une psychosomaticienne, psychanalyste et auteuse, ces mises en garde ont fini par nous convaincre de notre incapacité à nous adapter aux variations de température. Et elle ajoute, les mots, les croyances, la représentation mentale agissent sur le corps. Cela fait de nous des frileux au sens global du terme. Il suffit de s'observer en hiver, cou enfoncé, tête baissée, corps contracté, une posture qui amplifie la sensation de froid. Il convient donc de reconsidérer notre rapport au froid, car ce dernier nous réserve aussi des bonnes surprises, et pas que des désagréments ou des virus. Le froid est tout d'abord un très bon antalgique. Il calme en effet la douleur assez rapidement, mais il agit également comme un anti-inflammatoire. Il permet d'atténuer la formation d'hématomes ou d'œdèmes. Enfin, le froid a une action hémostatique. Il diminue les saignements. C'est d'ailleurs pour toutes ces propriétés qu'il est très employé dans le milieu sportif. Par exemple, un footballeur ou un rugbyman qui reçoit un mauvais coup se fait asperger avec une bombe de froid et repart en sautillant comme un lapin quelques instants plus tard. En effet, en agissant sur la circulation, le froid prévient, par exemple, l'apparition de varices et freine la chute des cheveux. Il libère aussi des endomorphines, d'où cette diminution de la douleur, du stress et un sentiment d'euphorie. De plus, il augmente les lymphocytes, cellules de l'immunité. Il a été démontré qu'une exposition répétée au froid stimule nos défenses, améliore la qualité du sommeil et de l'humeur, dit un chercheur à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Le froid peut être notre allié si nous le décidons. Ce prérequis est essentiel pour préparer notre organisme à réagir positivement, précise le site, qui conseille d'opérer progressivement, la modification chaud-froid trop brutale pouvant provoquer un stress majeur. Une inquiétude tempérée toutefois par un certain Philippe Blanchemaison, quel beau nom pour un Noël sous la neige, le corps a suffisamment de garde-fous, dit-il, suffisamment de moyens de contrôler le stress. Stimulateur du métabolisme, le froid régénère le corps et l'esprit. Ça me rappelle de bons souvenirs. Lorsque les vacances d'hiver dernières, alors qu'une dizaine de centimètres de neige recouvrait le sol, je me livrais à des footings, torse, pieds et jambes nues, en short à courir dans la neige. Non seulement je m'amusais comme un petit fou, mais c'était très sain et stimulant physiquement parlant. Bien que mes parents se soient demandé si j'étais sain, mais d'esprit en faisant cela. Je vous rassure, je l'étais. Mais je vous conseille d'avoir de quoi vous réchauffer après. Un bon feu ou quelque chose du genre, où ça risque d'être moins amusant après coup. Folie, vous exclamez-vous en entendant une telle anecdote? Eh bien non. Brooklyn, Biarritz, Saint-Malo, traditionnellement sur ces bords de mer, des hommes et des femmes nagent en eau froide sans combinaison. Cette pratique permet au corps de générer sa propre énergie calorifique et éliminer les éléments perturbateurs, mauvaise graisse et mauvaise humeur. C'est un sentiment de puissance énergétique extraordinaire, comme quand on sautille presque nu dans la neige, l'eau pénètre par tous les pores de la peau et provoque un lavage complet des sinus. Elle purifie. Le froid est dans ses baignades saisissant, mais petit à petit, la thermorégulation agit, le corps s'habitue. À la sortie de l'eau, il est important de laisser le corps trembler. Ce réflexe normal, incontrôlable, fait affluer le sang aux extrémités grâce aux contractions musculaires. Une étape indispensable car sous l'action du froid, l'organisme se défend en centralisant la chaleur autour des organes nobles, le cœur, le cerveau. Tous les adeptes le disent, la pratique de la nage en eau froide crée une dépendance. L'expérimenter rend accro au défi, au dépassement de soi, au bien-être et à l'harmonie intérieure qui en résulte. Ça va chercher loin. Je crois que dès qu'il reneige, je vais repartir faire un footing en caleçon. Une envie subite.
Remarquez que les Spartiates faisaient ainsi, ils s'endurcissaient considérablement par rapport au froid, et ne le craignaient plus du tout au final. Je ne peux vous faire part de tout ce que j'ai pu lire sur le froid, mais il en ressort que nous ne devrions pas le craindre, pas autant que nous le craignons actuellement. Il atténue la douleur, soulage les muscles, accélère la circulation sanguine, entre autres. Et il aide grandement à perdre du poids. Notre corps brûle des calories pour maintenir sa chaleur corporelle. Un peu de sport, et ce sont des kilos qui s'en vont. Mais je vous conseille tout de même d'être en forme pour pratiquer ce genre d'exercice, car il faut que le corps soit apte à maintenir sa température interne. Évitez l'exercice nocturne ou lorsque vous êtes trop fatigué. Pour avoir fait 20 minutes de marche à pied à 2h30 du matin par un froid sec agressif, alors même que le corps ralentit son activité et baisse sa chaleur interne, car à une telle heure il a l'habitude d'être au repos, ce n'est pas excellent comme situation, et ce n'est pas un très bon contexte pour s'endurcir et se dépasser. Mais en restant raisonnable, surmontez votre crainte de la froidure, n'hésitez pas à vous promener, faire du sport, à sortir un peu de chez vous, même par ce froid. Ce dernier rendra votre expédition plus vivifiante, stimulante et bénéfique encore. Bliss et Natura, c'est tout pour cette fois. Caféine, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette chronique ainsi que les précédentes en podcast avec des liens vers des sites pour approfondir tel ou tel dossier sur notre page Facebook. Notre profil est Caféine Figeac. Vous pouvez aussi retrouver les chroniques sur YouTube. À la semaine prochaine. Nous vous souhaitons d'avance un joyeux Noël et une bonne soirée sur Radio Présence. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hiver. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre dans son coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va si qu'en soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps